Entre 1842 et 1846, 23 chasseurs d'esclaves disparurent dans les marécages du sud-est de la Louisiane. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Les archives judiciaires du comté mentionnent ces disparitions sous une seule désignation, l'affaire du Loup Noir. Ce qui suit est reconstitué à partir de témoignages judiciaires, de correspondances privées et de rapports de police jamais publiés. Si cette histoire vous glace déjà le sang, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre présence ici compte. Maintenant, plongeons dans les ténèbres des bayous de Louisiane. Dans les années 1840, la Louisiane était une terre de contradictions brutales. Les plantations de canne à sucre et de coton s'étendaient comme des royaumes féodaux le long du Mississippi et de ses affluents, chacune régie par ses propres lois, ses propres codes de violence. La Nouvelle-Orléans, à 150 km au sud, brillait de ses bals et de son commerce international, tandis que les terres intérieures restaient prisonnières d'un système qui broyait les corps et les âmes avec une efficacité mécanique. Entre le fleuve et les marécages, il existait une zone intermédiaire, ni vraiment terre ni vraiment eau, où les cyprès millénaires plongeaient leurs racines dans une boue noire qui sentait la décomposition éternelle. C'était un territoire hostile, même pour ceux qui y étaient nés. Les serpents mocassins d'eau glissaient silencieusement entre les racines aériennes. Les alligators attendaient, immobiles comme des souches, que le gibier s'approche. La fièvre jaune et le choléra rôdaient dans l'humidité permanente. Seuls les plus désespérés s'aventuraient dans ces profondeurs. La région dont nous parlons se situait dans ce qu'on appelait alors la paroisse des ombres, un nom officieux donné par les voyageurs à cause du couvert végétal si dense qu'il filtrait la lumière du soleil même à midi. Aucune carte détaillée n'existait de ces terres. Les cartographes traçaient des lignes approximatives, inscrivaient marécages et passaient à des zones plus rentables. Cette absence de précision géographique créait un vide juridique commode. Ce qui se passait dans les marécages restait dans les marécages. 3 plantations dominaient la périphérie de cette zone. Belle-Rive, propriété de la famille Duvernay depuis 3 générations, Cèdres Royaux appartenant aux frères Laforge et Sainte-Catherine, récemment acquise par un consortium d'investisseurs de Boston dirigé par un certain Nathaniel Hodge. Ces 3 domaines employaient ensemble près de 600 esclaves. La rentabilité de ces propriétés dépendait entièrement de la discipline et de la terreur. Un esclave qui s'enfuyait représentait non seulement une perte financière directe, mais un exemple dangereux pour les autres. C'est pour cette raison qu'existait une profession particulière, terrible et nécessaire au système, le chasseur d'esclaves fugitif. Ces hommes, généralement blancs mais parfois noirs libres ou métis, parcouraient les zones frontières avec des chiens, des fusils et une connaissance intime des chemins de fuite. Ils travaillaient à la commission, tant par esclave ramené vivant, une somme moindre pour un cadavre qui servait d'avertissement. La loi les protégeait, les planteurs les célébraient. Les esclaves les craignaient plus que la mort elle-même, car ces hommes connaissaient des cruautés que même les contremaîtres les plus brutaux n'osaient pas infliger publiquement. En 1842, 8 chasseurs professionnels opéraient régulièrement dans la région. Leurs noms apparaissent dans les registres de paiement des 3 plantations. Jacob Ferrière, un créole brutal qui se vantait de n'avoir jamais perdu une trace. Les frères Caleb et Silas Harmon, anciens trappeurs reconvertis dans une chasse plus lucrative. Émile Gautreau qui dressait lui-même ses chiens pour qu'ils attaquent au son de la peau noire. Thomas Bickford, un Anglais qui tenait un registre méticuleux de ses captures. Augustus Vail, un ancien officier de milice. Marcel Duchamp, réputé pour son usage de fer chauffé, et Samuel Pritchard, le plus jeune, qui cherchait à se faire un nom dans ce commerce sanglant. C'est dans ce monde que naquit l'homme que l'histoire retient sous le nom de Loup Noir. Son vrai nom ne figure dans aucun document. Les registres d'esclaves de Belle-Rive mentionnent seulement un « nègre né sur place » 1812,
propriétés successives de Jean-Baptiste Duvernay, puis de son fils Armand. Aucun prénom, aucune description physique détaillée. Cette absence même est révélatrice. Cet homme fut si insignifiant pendant les 30 premières années de sa vie qu'on ne jugea pas utile de l'identifier autrement que par un numéro dans un inventaire. Ce que nous savons vient des interrogatoires menés après les faits. Une vieille femme, nommée Céline, cuisinière à Bellerive, témoigna devant le juge Beaumont en 1847. Elle dit « Il ne parlait presque jamais. Il faisait son travail au champ, dormait dans les quartiers, ne causait pas de problème. Nous ne le remarquions pas. C'était comme s'il n'était pas vraiment là. Cette invisibilité était peut-être volontaire. Dans un système où le moindre signe d'intelligence ou de volonté propre pouvait attirer des punitions terribles, l'effacement était une stratégie de survie. Mais certains témoignages suggèrent autre chose. Un ancien contremaître, interrogé des années plus tard, affirma « Ce nègre-là voyait tout. Quand on passait près de lui, on sentait qu'il nous observait, même quand il gardait les yeux baissés. Ça mettait mal à l'aise. » L'événement qui transforma cette ombre humaine en légende se produisit le 16 juin 1842. Ce jour-là, une jeune fille nommée Phoebe, 17 ans, s'enfuit de Bellerive. Son délit, avoir repoussé les avances d'Armand Duvernay Jr., le fils du propriétaire. Duvernay, furieux de ce refus, avait ordonné qu'on la fouette publiquement. Phoebe, sachant ce que signifiait tomber en disgrâce auprès d'un maître, choisit de fuir. Elle ne réussit même pas à atteindre les marécages. Jacob Ferrière et ses chiens la rattrapèrent à moins de 8 kilomètres de la plantation, à l'aube du 17 juin. Ce qui suivit fut rapporté par plusieurs esclaves travaillant dans les champs environnants. Ferrière ramena Phoebe enchaînée, mais il ne la ramena pas immédiatement au maître. Il s'arrêta d'abord en bordure d'un champ où travaillait une vingtaine d'esclaves. Il voulait faire un exemple. Les témoignages concordent sur ce point. Ferrière viola Phoebe devant les esclaves rassemblés. Il déclara, selon le témoignage de Céline, « Voilà ce qui arrive aux négresses qui se croient trop bonnes pour leur maître. » Puis il la traîna jusqu'à la maison principale, où Duvernay ordonna 100 coups de fouet. Phoebe mourut le lendemain de ses blessures, dans la case servant d'infirmerie. Parmi les esclaves forcés d'assister à cette scène, se trouvait l'homme sans nom. Personne ne remarqua sa réaction à ce moment-là. Céline témoigna plus tard. « Il a regardé comme nous tous. Puis il est retourné travailler. Je n'ai rien vu de spécial. » Mais 3 jours plus tard, Jacob Ferrière disparut. Le 20 juin 1842, Ferrière partit traquer un autre fugitif, un homme qui s'était enfui de Cèdres-Royaux. Il emmena avec lui ses 3 chiens, son fusil, ses provisions habituelles. Il connaissait les marécages mieux que quiconque. Il devait revenir le 22. Il ne revint jamais. La première réaction fut la confusion plutôt que l'inquiétude. Les marécages étaient dangereux. Un accident restait possible. Une semaine passa. Les frères Laforge, qui avaient engagé Ferrière, commencèrent à s'inquiéter pour leur investissement. L'esclave fugitif courait toujours, et ils avaient payé Ferrière d'avance. Ils engagèrent Émile Gautreau pour retrouver les 2 hommes, Ferrière et le fugitif. Gautreau partit le 28 juin avec 4 chiens. Il connaissait les méthodes de Ferrière, savait où chercher. Il emprunta les mêmes chemins à travers les cyprès, longea les mêmes chenaux troubles. 4 jours plus tard, le 2 juillet, son cheval revint seul à l'écurie de Cèdres-Royaux. Gautreau avait disparu, ses chiens aussi. C'est à ce moment que l'atmosphère changea dans la région. 2 chasseurs d'esclaves expérimentés ne disparaissaient pas par accident, pas en l'espace de 2 semaines. Quelque chose se passait dans les marécages, quelque chose de nouveau et de dangereux. Les planteurs se réunirent le 6 juillet chez Nathaniel Hodge, à Sainte-Catherine. Les procès-verbaux de cette réunion existent encore, conservés aux archives paroissiales. On y discuta d'abord de la possibilité d'une bande d'esclaves fugitifs organisée. De tels groupes existaient parfois, nichés dans les profondeurs inaccessibles,
survivants de chasse et de rapine. Mais les traces ne correspondaient pas. Aucun campement n'avait été découvert, aucun vol significatif signalé, aucune attaque coordonnée. C'est comme s'il s'était volatilisé, écrivit Hodge dans une lettre à ses associés de Boston, datée du 8 juillet 1842. Les chiens, les chevaux, les hommes, rien. Les marécages les ont avalés sans laisser de traces. Mais il y avait des traces. Simplement personne ne savait encore les lire. Le 12 juillet, les frères Harmon annoncèrent qu'ils partiraient ensemble chercher leurs collègues disparus. Caleb et Silas étaient des hommes prudents, méthodiques. Ils avaient survécu 10 ans comme trappeurs dans les Ozarks avant de venir en Louisiane. Ils ne croyaient pas au mystère. Ils croyaient aux indices, aux pistes, à la logique. Si Ferrières et Gautreau avaient disparu, c'était pour une raison compréhensible. Il suffisait de chercher correctement. Ils partirent le 15 juillet avec des provisions pour une semaine, 6 chiens, 2 fusils chacun et suffisamment de munitions pour soutenir un siège. Ils informèrent les planteurs qu'ils enverraient un message par un jeune esclave qu'ils emmèneraient avec eux, un garçon nommé Moses, âgé de 14 ans, qui connaissait bien la région et pourrait courir porter des nouvelles. Le 18 juillet, Moses revint seul à Belle-Rive. Il était couvert de boue, tremblait violemment et semblait incapable de parler de manière cohérente. Quand on le fouetta pour le faire parler, il s'évanouit. Quand il reprit conscience, il ne put dire que quelques mots. Les chiens hurlaient, puis plus rien. Il était là. Qui était là? Demanda Armand Duvernay. Moses ne put répondre. Il regardait fixement devant lui, les yeux vides. Le médecin appelé pour l'examiner diagnostiqua un choc nerveux sévère. Moses ne parla plus jamais normalement. Il mourut 2 ans plus tard de pneumonie, après avoir passé ce temps à effectuer des tâches simples, l'esprit manifestement brisé. Mais avant de sombrer définitivement dans le silence, Moses dessina quelque chose. Un esclave nommé Abraham, qui partageait sa case, le rapporta lors des interrogatoires. Moses traça dans la terre du sol, encore et encore, la même image. Un cercle avec des yeux. Juste un cercle et 2 points. Quand Abraham lui demanda ce que cela signifiait, Moses murmura « Le loup ». Ce fut la première fois que ce mot apparut. Les frères Harmon ne revinrent jamais. Leur disparition portait désormais le total à 4 chasseurs d'esclaves en 1 mois. L'inquiétude se transforma en peur. La peur commença à ressembler à de la panique. Le 25 juillet, une réunion plus large fut organisée, incluant non seulement les 3 grands propriétaires, mais aussi les planteurs des domaines plus petits de la région. 18 propriétaires terriens étaient présents. Le shérif du comté, William Crenshaw, fit le déplacement depuis Bâton Rouge. Les minutes de cette réunion, conservées dans les archives judiciaires, révèlent une communauté confrontée à l'inconcevable. Quelque chose dans les marécages tuait les hommes chargés de maintenir l'ordre par la terreur. Nous devons envisager la possibilité d'une insurrection organisée, déclara Hodge. Ces disparitions ne sont pas naturelles, elles sont coordonnées. Il y a une intelligence derrière. Mais quelle intelligence? Les esclaves des 3 plantations furent tous interrogés, brutalement. Aucun ne manquait. Aucun ne montrait de signe de connaissance particulière des événements. Les fugitifs eux-mêmes que Ferrières et Gautreau traquaient avaient été retrouvés. L'un mort de faim à 15 kilomètres dans les terres, l'autre recapturé par Thomas Bickford près du Mississippi. Ils n'avaient rien vu, rien su. Peut-être que les marécages les ont simplement tués, suggéra un planteur nommé Édouard Roussel. Un alligator, un mocassin, une maladie, 4 coïncidences. Mais personne n'y croyait vraiment. Les coïncidences n'existaient pas en série de 4. Le shérif Crenshaw proposa d'organiser une expédition militaire dans les marécages. 20 hommes armés avec des provisions pour 2 semaines qui ratisseraient systématiquement la zone. Nous trouverons ce qui se cache là-dedans, promit-il. Cette expédition fut organisée pour le 1er août, mais elle ne partit jamais, car entre le 25 juillet et le 1er août,
3 autres chasseurs d'esclaves disparurent. Thomas Bickford, l'Anglais méticuleux, disparut le 27 juillet. Augustus Vail s'évanouit dans les marécages le 29. Marcel Duchamp fut vu pour la dernière fois le 31 juillet à l'aube, entrant dans la zone des cyprès à la poursuite d'un esclave fugitif de Sainte-Catherine. 7 hommes, 7 disparitions en 6 semaines, 7 vides béants dans l'ordre social, et toujours aucun corps, aucune trace, aucun signe de lutte, aucun indice compréhensible. Le 2 août, l'expédition du shérif Crenshaw pénétra dans les marécages avec 23 hommes. Ils étaient armés jusqu'aux dents, déterminés à résoudre ce mystère. Ils établirent leur campement sur une butte sèche, à environ 8 kilomètres, à l'intérieur de la zone marécageuse. Ils postèrent des sentinelles. Ils maintinrent des feux allumés toute la nuit. Le matin du 5 août, le campement était intact. Mais l'un des hommes manquait. Un volontaire nommé Charles Minton, un contremaître de Bellerive qui s'était porté volontaire pour l'expédition. Il avait pris le dernier quart de garde de 4 heures à 6 heures du matin. Quand le soleil se leva, il n'était plus là. Les 22 hommes restants fouillèrent la zone. Ils trouvèrent les empreintes de Minton jusqu'à la lisière du campement. Puis plus rien, comme s'il avait été soulevé dans les airs. Le shérif Crenshaw ordonna le repli immédiat. L'expédition rentra le jour même à Bellerive. Crenshaw écrivit dans son rapport officiel « Une force inconnue opère dans les marécages. Je ne peux pas risquer plus d'hommes sans comprendre la nature de cette menace. Je recommande une approche différente. » Quelle approche? Personne ne savait. Comment combattre ce qu'on ne pouvait pas voir, comprendre ou même nommer? C'est durant cette période d'incertitude paralysante qu'émergea la première théorie cohérente. Elle vint d'un endroit inattendu, une vieille femme esclave de cèdres royaux, appelée Tante Béa, qui pratiquait ce qu'on appelait alors la médecine nègre, un mélange de soins traditionnels africains, de connaissances des plantes et de croyances spirituelles. Le 8 août, Tante Béa demanda à parler à Honoré Laforge, l'aîné des frères propriétaires de cèdres royaux. C'était un acte extraordinaire. Une esclave ne demandait jamais audience. Laforge, intrigué et probablement désespéré, accepta. Ce qui fut dit lors de cette conversation ne fut jamais officiellement enregistré. Mais Laforge en parla à d'autres planteurs, et leurs lettres privées contiennent des fragments de cette révélation. Tante Béa aurait dit « Vous cherchez une armée dans les marais, vous cherchez un groupe, mais ce n'est pas ça. C'est un seul homme. Un seul, et maintenant vous avez peur, parce qu'un seul homme ne devrait pas pouvoir faire ce qu'il fait. Mais celui-là, il n'est plus vraiment un homme, il est devenu autre chose, il est devenu ce que vous avez fait de nous tous. Que voulez-vous dire ?» aurait demandé Laforge. Les chasseurs, ils traquent avec des chiens, ils traquent avec des fusils. Lui, il traque avec ce que vous lui avez appris, il traque avec la peur, il traque avec l'invisible, il est devenu le loup des marécages. Laforge aurait ri. Un loup? En Louisiane? Il n'y a pas de loup ici, vieille femme. Pas un loup de chair, répondit Tante Béa. Un loup de vengeance. Laforge la fit fouetter pour insolence. Mais l'idée était plantée. Et elle se répandit, murmurée de case en case, de plantation en plantation. Le loup noir. Un homme devenu prédateur. Un esclave qui chassait les chasseurs. Était-ce vrai? Ou était-ce simplement ce que les esclaves voulaient croire? Une légende consolatrice face à l'horreur quotidienne de leur existence. La réponse vint dans les semaines suivantes, de la manière la plus terrible qui soit. Le 15 août 1842, un événement se produisit qui modifia profondément la perception de la situation. Ce jour-là, le corps de Jacob Ferrière fut retrouvé. Un planteur nommé Victor Lejeune, dont les terres bordaient le nord-ouest des marécages, chassait le canard avec son fils lorsqu'ils découvrirent le cadavre. Il était accroché dans les racines d'un vieux cyprès, à moitié immergé dans l'eau noire, à environ 12 kilomètres de l'endroit où Ferrières avait été vu pour la dernière fois. Le shérif Crenshaw et le docteur Henri Blanchard, médecin légiste, examinèrent le corps le jour même.
Le rapport de Blanchard, daté du 16 août, existe toujours. Il est remarquable par sa précision clinique et par ce qu'il ne dit pas explicitement, mais laisse comprendre. Ferrières était mort depuis environ 7 semaines, ce qui correspondait à la date de sa disparition. La décomposition était avancée, accélérée par l'eau et la chaleur, mais le corps restait identifiable par ses vêtements et ses effets personnels. Cause probable de la mort, noyade. Les poumons contenaient de l'eau et de la vase, mais plusieurs éléments troublaient Blanchard. Premièrement, les mains de Ferrières étaient liées derrière son dos avec du fil de fer, serré au point d'avoir entaillé la chair jusqu'à l'os. Deuxièmement, ses chevilles étaient également liées. Troisièmement, et c'est ici que le rapport devient presque poétique dans son horreur clinique, le corps présente 87 marques distinctes sur le dos, les épaules et les cuisses, compatibles avec des coups de fouet administrés ante mortem. 87 coups, un nombre précis, méticuleux. Blanchard nota. La régularité des marques suggère qu'elles furent administrées avec soin, probablement sur une période de plusieurs heures. Le sujet était certainement conscient durant la majeure partie de l'opération. Dans la marge du rapport, Blanchard avait ajouté une note manuscrite, raturée mais toujours lisible. Phoebe reçut 100 coups. Ferrières en reçut 87. Pourquoi cette différence de 13 ? Cette question ne fut jamais résolue, mais elle suggérait quelque chose de terrifiant. Une logique, une intention, un calcul derrière la mort de Ferrières. Cela n'était pas un meurtre impulsif, pas une attaque sauvage. C'était une exécution mesurée, le rapport continuait. Les chiens de Ferrières furent retrouvés 3 jours plus tard, à moins de 2 kilomètres du corps de leur maître. Les 3 animaux avaient été égorgés. Leur corps était disposé en triangle autour d'un espace vide, au centre duquel quelqu'un avait planté un bâton dans la boue. Au sommet du bâton était attaché le fouet de Ferrières. Le fusil de Ferrières ne fut jamais retrouvé. Ses provisions non plus. Son cheval était mort, découvert une semaine plus tôt à 8 kilomètres à l'est, une jambe cassée, probablement abattu par miséricorde, mais par qui ? La découverte du corps de Ferrières eut 2 effets immédiats et contradictoires. D'une part, elle confirmait qu'un meurtre avait bien eu lieu, que les disparitions n'étaient pas des accidents. D'autre part, elle rendait la situation encore plus incompréhensible. Comment un seul homme, car tout indiquait un seul assaillant, avait-il pu capturer un chasseur expérimenté, armé, accompagné de chiens dressés pour l'attaque ? Il devait le connaître, suggéra le shérif Crenshaw lors d'une réunion le 20 août. Ferrières a dû baisser sa garde. L'assassin était quelqu'un qu'il ne percevait pas comme une menace. Cette hypothèse dirigea les soupçons vers les esclaves. Tous les esclaves des 3 plantations furent de nouveau interrogés, cette fois avec une brutalité systématique. Les contremaîtres reçurent ordre de surveiller tout comportement inhabituel, toute absence inexpliquée, tout signe de connivence. Rien. Les esclaves continuaient leur travail écrasant. Ils se levaient avant l'aube, travaillaient jusqu'au crépuscule, dormaient dans l'épuisement. Aucun ne manquait aux appels. Aucun ne montrait de changement de comportement notable, sauf un. C'est Armand Duvernay, fils, qui fit la remarque le 22 août. Il dit à son père, « Ce nègre sans nom qui travaille au champ sud, vous l'avez vu récemment? Il a l'air différent. » « Différent comment ?» demanda Jean-Baptiste Duvernay. « Plus droit, comme s'il n'avait plus peur. » Cette observation, si mince soit-elle, suffit à attirer l'attention. Le contremaître de Bellerive, un homme brutal nommé Silas Renfrew, fut chargé de surveiller l'esclave en question. Renfrew établit un rapport le 25 août. Il y notait « Le nègre travaille normalement, ne parle toujours pas, mais il est vrai qu'il semble changer, difficile à définir. Une impression. Il regarde les gens différemment maintenant. Avant, il baissait toujours les yeux. Maintenant, il les baisse quand on l'observe, mais je l'ai surpris plusieurs fois à regarder directement les contremaîtres quand il pense qu'on ne le voit pas. Son regard est étrange, froid. Sur cette base fragile, l'homme fut interrogé le 26 août. L'interrogatoire fut mené par le shérif Crenshaw lui-même, assisté de Duvernay et Renfrew. Les questions étaient directes.
Où étais-tu entre le 20 juin et le 20 juillet? Connais-tu quelque chose sur les disparitions? As-tu vu Jacob Ferrière le jour de sa disparition? L'homme répondit par monosyllabe. Non. Rien. Non. Au champ. Toujours au champ. Crenshaw ordonna qu'on le fouille. On ne trouva rien. Aucun objet volé, aucune arme, aucun signe qu'il avait quitté la plantation récemment. Ses pieds ne portaient pas les marques de longues marches dans les marécages. Ses mains ne montraient que les callosités normales du travail au champ. « Il ment », déclara Renfrew. « Je le sens. » Crenshaw regarda longuement l'esclave. « Peut-être, » dit-il finalement, « mais nous n'avons aucune preuve. Et sans preuve, nous ne pouvons même pas être sûrs qu'un seul homme est responsable de tout cela. Relâchez-le, mais doublez la surveillance. » L'homme fut renvoyé au champ. Mais quelque chose changea après cet interrogatoire. Une tension nouvelle s'installa. Les contremaîtres devinrent plus vigilants, plus nerveux. Les planteurs commencèrent à poster des gardes armés autour de leur propriété la nuit. Les portes qui n'avaient jamais été verrouillées le furent, soudain. Des fusils chargés apparurent dans des endroits stratégiques. La peur changeait de camp. Pour la première fois de mémoire récente, ce n'étaient plus seulement les esclaves qui avaient peur, les maîtres aussi, et les disparitions continuaient. Samuel Pritchard disparut le 28 août. Il était le plus jeune des chasseurs d'esclaves, 24 ans, et le plus ambitieux. Il avait annoncé publiquement qu'il retrouverait l'assassin des autres chasseurs. « Je ramènerai sa tête », avait-il déclaré le 26 août dans le saloon de la petite ville de Sorel, à 25 kilomètres au nord-ouest. Et je prouverai qu'il n'y a rien dans ces marécages qu'un homme avec du courage ne puisse affronter. Pritchard partit seul le 28 au matin contre les conseils du shérif Crenshaw. Il était armé de 2 pistolets, d'un fusil et d'un couteau de chasse. Il emmena le meilleur chien de la région, un limier appelé Brutus, réputé pour ne jamais lâcher une piste. Il dit à ses amis qu'il serait de retour dans 3 jours avec des réponses. Le 29 août au soir, Brutus revint seul à Sorel. Le chien était couvert de boue, mais ne portait aucune blessure. Il semblait terrorisé, ce qui était étrange pour un animal dressé pour l'attaque. Il refusa de manger pendant 2 jours. Quand on tenta de le ramener vers les marécages pour suivre sa propre piste, le chien se coucha et refusa d'avancer, tremblant violemment. Pritchard ne revint jamais, mais cette fois, il y eut un témoin, pas de son enlèvement ou de sa mort, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui donna corps à la légende naissante du loup noir. Un esclave de Sainte-Catherine nommé Isaiah travaillait à la réparation d'une digue au bord des marécages le 28 août, peu avant le crépuscule. Il était accompagné d'un garde blanc nommé Owen Thibault. Isaiah témoigna plus tard, sous contrainte, qu'il avait vu un homme sortir des marécages ce soir-là. Il marchait comme s'il ne faisait qu'un avec les ombres, dit Isaiah. Il était noir, couvert de boue, presque nu. Mais ce n'était pas la boue qui le rendait noir, c'était sa peau, un nègre. Il nous a regardés, il était à peut-être 50 mètres. Le garde ne l'a pas vu, ou ne l'a vu qu'après moi. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda l'interrogateur. Il a souri, pas un sourire heureux, un sourire comme quand on sait quelque chose que les autres ne savent pas. Puis il a porté son doigt à ses lèvres, comme pour dire « chut », et il est rentré dans les marécages. Le garde ne l'a pas vu, il l'a vu juste à la fin. Il a crié « hé !» Il a levé son fusil, mais l'homme avait déjà disparu. Trop vite, pas naturellement vite, juste disparu. Le garde m'a dit que si je parlais de ça à quelqu'un, il me couperait la langue. Ce témoignage, extrait lors des interrogatoires de septembre, ne fut jamais officiellement enregistré. Le garde Owen Thibault nia avoir vu quoi que ce soit. Mais l'histoire circula parmi les esclaves. Elle se mêla à d'autres récits, d'autres observations fragmentaires. Une silhouette aperçue au bord d'un champ à la tombée de la nuit. Des bruits dans les marécages qui ne ressemblaient à aucun animal connu. Des traces étranges, presque humaines mais déformées, comme si quelqu'un marchait pieds nus, mais avec les orteils écartés de manière inhabituelle. « C'est le loup », murmuraient les esclaves. « Il chasse. Qui chassait-il ? Les chasseurs eux-mêmes. »
C'était une inversion parfaite, presque trop symbolique pour être crédible. Et pourtant, les faits étaient là. 9 chasseurs d'esclaves disparus. Un seul corps retrouvé, torturé et noyé. Des témoignages fragmentaires d'une présence dans les marécages. Et cette impression grandissante, même chez les Blancs les plus sceptiques, que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Le 2 septembre, une réunion extraordinaire fut convoquée à Bâton Rouge, au niveau du gouverneur de Louisiane lui-même. Le gouverneur Alexander Beauregard était un homme pragmatique qui ne croyait ni aux mystères ni aux légendes. Il écouta les rapports du shérif Crenshaw, examina les documents, interrogea les planteurs. Sa conclusion, consignée dans une lettre au sénateur de Louisiane, fut sans appel. Nous avons affaire soit à une bande organisée d'esclaves fugitifs opérant depuis les marécages, soit à un déséquilibré particulièrement doué pour survivre en terrain hostile. Dans les 2 cas, la solution est militaire. J'ordonne qu'une compagnie de milices, 50 hommes, pénètre dans les marécages et les nettoie complètement. Tous les esclaves fugitifs trouvés seront exécutés sur place. Toute structure, tout campement sera détruit. Nous mettrons fin à cette situation inacceptable. Cette expédition fut organisée pour le 15 septembre. Le capitaine Edmund Broussard, vétéran des guerres séminoles en Floride, fut placé à sa tête. C'était un homme dur, habitué au combat en terrain difficile. Il rassembla 50 miliciens, tous des volontaires recrutés parmi les fils de planteurs et les hommes libres de la région. Ils furent équipés de fusils, de munitions, de provisions pour 1 mois et de bateaux plats pour naviguer dans les marécages. Nous allons éradiquer cette menace, déclara Broussard le 14 septembre, quelle qu'elle soit. L'expédition pénétra dans les marécages le 15 septembre à l'aube. 50 hommes, confiants, bien armés, déterminés. Ils avaient un plan précis. Avancer en ligne, ratisser systématiquement chaque kilomètre carré, établir des campements fortifiés chaque nuit, maintenir une discipline stricte. Pendant 3 jours, tout se déroula comme prévu. Ils explorèrent les zones les plus accessibles des marécages, trouvèrent des traces d'anciens campements abandonnés, probablement des esclaves fugitifs d'années passées. Ils abattirent 2 alligators qui s'approchèrent trop près. Ils établirent 3 campements successifs sans incident. Puis, la nuit du 18 septembre, quelque chose changea. Le campement était établi sur une île au milieu d'un large chenal. 50 hommes, 10 sentinelles postés autour du périmètre, feux allumés, armes chargées. Broussard avait ordonné que personne ne s'éloigne du campement après la tombée de la nuit. La consigne était claire, tout mouvement suspect, on tire d'abord, on pose des questions ensuite. À 2 heures du matin, l'une des sentinelles, un jeune homme nommé Louis Marchand, disparut de son poste. Il était en vue directe de 2 autres sentinelles, à moins de 20 mètres de chacune. Les 2 jurèrent plus tard qu'ils ne l'avaient pas vu partir. Il était là. Puis, il n'y était plus. Son fusil fut retrouvé sur place, chargé, le chien armé. Ses affaires personnelles étaient intactes. Mais Marchand avait disparu sans un bruit, sans un cri, au milieu d'un campement de 50 hommes armés. Broussard ordonna une fouille immédiate. Tous les hommes furent réveillés. Des torches furent allumées. Ils fouillèrent l'île de fond en comble. Marchand n'y était pas. Ils cherchèrent dans l'eau autour de l'île, pensant qu'il avait peut-être glissé et s'était noyé. Rien. Aucune éclaboussure n'avait été entendue. Aucune perturbation dans l'eau. C'est impossible, répétait Broussard. Un homme ne disparaît pas comme ça. Mais Marchand avait disparu. Et cette impossibilité même terrorisait plus que n'importe quelle explication rationnelle. L'aube arriva. Les hommes étaient épuisés, sur les nerfs. Broussard devait prendre une décision. Continuer la mission ou rentrer. Il consulta ses officiers. La majorité voulait rentrer. 2 hommes déjà disparus dans cette zone, Minton de l'expédition précédente et maintenant Marchand. La mission semblait maudite. Mais Broussard était un militaire, il ne croyait pas aux malédictions. Il ordonna de continuer. Cette décision lui coûta cher. L'expédition s'enfonça plus profondément dans les marécages.
Ils entrèrent dans des zones que même les trappeurs les plus audacieux évitaient. Des labyrinthes de chenaux où les cyprès étaient si serrés qu'ils bloquaient le soleil même à midi, où l'eau était si noire qu'on ne pouvait voir à 5 centimètres de profondeur, où les sons se comportaient étrangement, portant des distances impossibles ou s'étouffant après quelques mètres. Le 19 septembre, ils ne trouvèrent rien. Le 20, un autre homme disparut, cette fois en plein jour. Un milicien nommé Gabriel Fontenot s'éloigna de quelques mètres pour uriner. Il était visible de ses camarades. Puis il passa derrière un gros cyprès. Quand un autre homme le suivit 2 minutes plus tard pour lui dire de se dépêcher, Fontenot n'était plus là. Encore une fois, aucun cri, aucun bruit de lutte, simplement une absence. Broussard ordonna le repli immédiat, mais le repli s'avéra difficile. Les marécages semblaient différents maintenant. Les repères qu'ils avaient notés à l'allée ne semblaient plus au même endroit. Les chenaux qu'ils avaient empruntés paraissaient modifiés. C'était probablement l'effet de la panique, de la fatigue, de la peur, mais cela créait une impression oppressante. Les marécages eux-mêmes conspiraient contre eux. Il leur fallut 3 jours pour retrouver leur chemin vers la terre ferme. 3 jours durant lesquels 3 autres hommes disparurent, toujours de la même manière, silencieusement, sans trace, comme si les marécages les avaient simplement engloutis. Les hommes restants étaient terrifiés. Ils tiraient sur les ombres. Ils refusaient de dormir. Ils se regroupaient en masse compacte, se surveillant mutuellement avec des yeux de fous. Quand ils émergèrent enfin des marécages le 23 septembre, ils n'étaient plus que 43. 7 hommes perdus. Le capitaine Broussard était un homme brisé. Son rapport officiel, daté du 24 septembre, était à peine cohérent. Une force que nous ne comprenons pas opère dans ces marécages. Je ne peux pas en conscience envoyer plus d'hommes là-dedans. Je recommande un blocus complet de la zone et une surveillance permanente des sorties. Tout ce qui en sort doit être abattu sans sommation. Ce rapport causa un scandale. Un officier militaire admettant l'échec, parlant d'une force incomprise. C'était inacceptable. Le gouverneur Beauregard convoqua Broussard à bâton rouge. L'entrevue fut orageuse. Beauregard exigea des explications rationnelles. Broussard ne put en fournir. « Vous me dites qu'un seul homme, un esclave, a battu une compagnie de 50 miliciens ?» demanda Beauregard. « Je ne sais pas si c'est un seul homme, » répondit Broussard. « Je sais que mes hommes ont disparu. Je sais que nous ne les avons jamais vus. Je sais que nous n'avons trouvé aucune trace d'un campement, d'une bande organisée, d'une structure quelconque. C'est comme combattre un fantôme. » Beauregard le releva de son commandement pour incompétence manifeste. Mais aucun autre officier ne se porta volontaire pour mener une nouvelle expédition. Le message était clair. Les marécages étaient devenus un territoire interdit. C'est dans ce contexte de défaite humiliante que se produisit l'événement qui donna à l'histoire sa dimension la plus sombre. Le 2 octobre 1842, un esclave de Bellerive disparut. Ce n'était pas inhabituel en soi. Des esclaves s'enfuyaient régulièrement, bien que rarement avec succès. Mais cet esclave-là était particulier. C'était l'homme sans nom, celui qui avait été interrogé, celui que Renfrew et d'autres avaient jugé différent. Quand Jean-Baptiste Duvernay apprit la disparition, il entra dans une rage folle. « Je le savais » hurla-t-il. « Ce nègre était coupable, il s'est enfui parce qu'il savait que nous allions découvrir la vérité. » Mais quelle vérité? Si cet homme était responsable des disparitions, pourquoi aurait-il continué à travailler normalement à la plantation pendant plus de 3 mois? Pourquoi aurait-il attendu d'être soupçonné pour fuir? Cela n'avait pas de sens, à moins que... Le shérif Crenshaw formula l'hypothèse qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Et si ce n'était pas une fuite, et s'il considérait qu'il avait terminé ce qu'il avait commencé, qu'est-ce que cela signifiait? Terminer quoi? La réponse vint progressivement, par déduction et par processus d'élimination. Tous les chasseurs d'esclaves professionnels qui opéraient dans la région avaient disparu. Tous. Il n'en restait pas un seul en activité. Samuel Pritchard avait été le dernier. Après lui, plus personne n'osa accepter un contrat de chasse dans la région.
Il les a tous eus, murmura Crenshaw. Tous ceux qui ont traqué des esclaves. Il les a chassés un par un. Et maintenant qu'il a terminé, il est parti. Mais parti où? Et comment avait-il pu accomplir cela? Les jours suivants virent une fébrilité d'enquête sans précédent. On interrogea à nouveau tous les esclaves de Belle-Rive. On fouilla les cases, les champs, les bâtiments annexes. On chercha des indices de complicité, de communication avec l'extérieur, d'armes cachées. C'est durant ces fouilles qu'on fit une découverte troublante. Dans la case qu'occupait l'homme disparu, sous le plancher de terre battu, on trouva un petit trou. Dedans, enveloppé dans un morceau de tissu huilé, 8 objets. 8 petits objets personnels. Une boucle de ceinture gravée des initiales JF, Jacob Ferrière. Un bouton d'uniforme portant le sceau de la milice, probablement appartenant à Augustus Vail. Un couteau de poche avec un manche en os, gravé des initiales SP, Samuel Pritchard. 5 autres objets similaires, tous identifiables comme appartenant aux chasseurs disparus. Des trophées. Cette découverte confirma officiellement ce que beaucoup soupçonnaient. L'homme sans nom était responsable des disparitions. Il avait tué les chasseurs, ou du moins pris leurs affaires. Mais comment? Comment un seul homme sans armes, sans ressources, avait-il pu accomplir cela? Le docteur Blanchard proposa une théorie lors d'une réunion le 5 octobre. Cet homme vivait ici depuis 30 ans. Il connaissait le terrain, les habitudes des chasseurs, les chemins qu'ils empruntaient. Il a étudié ses proies. Il a attendu le bon moment. Il a utilisé le terrain comme allié. Les marécages sont dangereux pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais pour quelqu'un qui y est né, qui y a grandi, c'est un territoire familier. Il a inversé la chasse. Mais les tuer sans armes, objecta Duvernay. Comment? Les marécages offrent 1000 façons de tuer sans armes, répondit Blanchard. Noyade, morsure de serpent, alligator, plantes toxiques, boue aspirante, désorientation menant à l'épuisement. Un homme qui connaît ces dangers peut les utiliser, peut guider ses victimes vers eux, peut créer des pièges naturels. C'était logique, horriblement logique. Un chasseur traqué dans son propre territoire, utilisant sa connaissance intime du terrain pour compenser son infériorité en armes et en nombre. Mais cela n'expliquait pas tout. Les disparitions au sein du campement militaire, par exemple. Comment avait-il pu pénétrer un périmètre gardé par 50 hommes armés sans être détecté? Cette question resta sans réponse. Peut-être n'était-ce pas le même homme. Peut-être y avait-il eu d'autres facteurs. Ou peut-être que certaines capacités humaines, poussées à l'extrême par la nécessité et la rage, dépassaient ce que nous considérions comme possible. Les semaines passèrent. Octobre devint novembre, puis décembre. L'homme sans nom ne fut jamais retrouvé. Aucun autre chasseur d'esclaves ne disparut, simplement parce qu'aucun n'opérait plus dans la région. Les planteurs durent gérer eux-mêmes leurs esclaves fugitifs, avec des succès variables. Mais l'histoire du loup noir se répandit. Elle circula de plantation en plantation, de comté en comté. Les esclaves la racontaient à voix basse, la nuit, dans leurs cases. Un homme qui avait inversé l'ordre. Un homme qui avait chassé les chasseurs. Un homme qui avait disparu dans les marécages et n'en était jamais ressorti. Était-il mort? Vivait-il encore quelque part dans les profondeurs inaccessibles? Avait-il fui vers le nord, rejoignant les esclaves libres? Personne ne savait. L'affaire du loup noir ne fut jamais officiellement close. Dans les archives judiciaires du comté, elle apparaît comme non résolue. Les 23 chasseurs d'esclaves et miliciens disparus furent déclarés morts par contumace en 1848. Aucun corps supplémentaire ne fut jamais retrouvé après celui de Jacob Ferrière. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Elle continua, se transformant en légende, en avertissement, en symbole. En 1844, un incident étrange se produisit à Cèdres-Royaux. Un nouvel esclave, acheté à une vente aux enchères de Bâton Rouge, fut surpris en train de raconter aux autres esclaves une histoire sur un homme appelé le Loup qui vivait dans les marécages et qui protégeait les fugitifs.
Honoré Laforge le fit fouetter et lui interdit de parler de superstition nègre. Mais l'histoire refusait de mourir. D'autres récits émergèrent. Un planteur de la paroisse voisine rapporta en 1845 avoir trouvé un de ses chiens de chasse mort, la gorge tranchée, avec à côté un message grossièrement gravé sur une écorce. « Pas ici ». Il attribua cela à des esclaves rebelles et intensifia la discipline. Mais aucun coupable ne fut jamais identifié. En 1846, 4 ans après les événements, le dernier incident directement lié à l'affaire se produisit. Un chasseur d'esclaves venu d'Alabama, un homme nommé Jeremiah Hooks, qui n'avait jamais entendu parler du loup noir, accepta un contrat à Sainte-Catherine. Il devait traquer un esclave fugitif nommé Daniel, qui s'était enfui dans les marécages. Hooks partit le 12 mars 1846. Il devait revenir le 15. Le 16, son chien revint seul. Le 17, Hooks sortit des marécages de lui-même, à pied, sans son équipement, les vêtements déchirés, le visage marqué par la terreur. Il refusa de dire ce qui s'était passé. Il quitta la Louisiane le jour même et ne revint jamais. Mais avant de partir, il dit au propriétaire de Sainte-Catherine « Il y a quelque chose là-dedans, quelque chose qui ne veut pas qu'on chasse dans son territoire. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas savoir, ne me rappelez jamais. » L'esclave Daniel revint de lui-même 3 jours plus tard, affamé mais indemne. Il dit qu'il s'était perdu dans les marécages, qu'il n'avait rencontré personne, qu'il était revenu parce qu'il préférait la plantation à la mort par inanition. On ne le crut pas complètement, mais on n'insista pas. L'important était qu'il soit revenu. Après cela, plus aucun incident. Les marécages restèrent les marécages, dangereux mais naturels. La vie reprit son cours brutal et ordinaire. Les plantations continuèrent de fonctionner. Les esclaves continuèrent de souffrir. Certains s'enfuyaient encore. Quelques-uns réussissaient. La plupart échouaient. Mais plus jamais un chasseur d'esclaves n'opéra dans la région des marécages qu'on avait appelée la paroisse des ombres. Ce territoire resta vide de cette profession particulière jusqu'à la guerre de sécession, près de 20 ans plus tard. Les historiens qui ont étudié cette période notent cette anomalie. Dans une région où la chasse aux esclaves fugitifs était une industrie lucrative, où les planteurs payaient généreusement pour la capture de leurs propriétés humaines, comment expliquer que personne n'ait voulu opérer là pendant 2 décennies? Les explications officielles mentionnent des conditions de terrain particulièrement défavorables ou une densité d'esclaves plus faible justifiant moins d'activités de chasse. Mais ceux qui connaissent l'histoire du loup noir savent la vraie raison. La peur. La peur que quelque chose attende encore dans les marécages. La peur que le chasseur puisse redevenir la proie. Qu'est devenu l'homme sans nom? Cette question hante encore ceux qui étudient cette période. Plusieurs théories existent. La première, la plus pragmatique, suggère qu'il mourut dans les marécages peu après sa disparition, que sa survie pendant les mois de sa campagne de vengeance épuisa ses ressources, et qu'une fois son objectif atteint, il n'eut plus la force ou la volonté de continuer, que les marécages le réclamèrent finalement, comme ils réclamaient tous ceux qui y restaient trop longtemps, que son corps repose quelque part sous la boue noire, jamais retrouvé, décomposé depuis longtemps. La deuxième théorie, plus optimiste, propose qu'il réussit à fuir vers le nord, que sa disparition de Belle-Rive ne fut pas une fuite désespérée, mais une sortie planifiée, qu'il utilisa les réseaux clandestins du chemin de fer souterrain, ces routes secrètes qui menaient les esclaves vers la liberté, qu'il vécut le reste de ses jours sous un nouveau nom, libre enfin, quelque part au Canada ou dans les États du Nord. Cette version plaît aux romantiques, à ceux qui veulent croire en la justice et en la rédemption. La troisième théorie, la plus troublante, suggère qu'il resta dans les marécages, qu'il y établit un campement permanent, quelque part dans les profondeurs inaccessibles, qu'il vécut là pendant des années, peut-être des décennies, survivant de chasse et de pêche, devenant véritablement le loup solitaire que les esclaves imaginaient, que c'était lui qui protégeait les fugitifs qui s'aventuraient dans son territoire, qui effrayait les chasseurs qui osaient y pénétrer, qui maintenait une zone de liberté précaire au cœur même du système esclavagiste. Cette dernière version ne peut être prouvée.
Mais elle ne peut pas non plus être réfutée. Les marécages gardent leur secret. Ils gardèrent celui du loup noir. En 1863, pendant la guerre de sécession, un régiment de l'Union qui marchait à travers la Louisiane établit un campement temporaire près des anciens territoires de Belle-Rive et Cèdres-Royaux. Les plantations avaient été abandonnées, brûlées par leurs propres propriétaires en retraite. Les anciens esclaves vivaient maintenant librement dans la région, travaillant leurs propres terres ou servant d'éclaireurs pour l'armée de l'Union. Un officier de ce régiment, le capitaine William Foster, nota dans son journal personnel une conversation qu'il eut avec un vieil homme noir nommé Abraham, qui affirmait avoir vécu à Belle-Rive des décennies plus tôt. Abraham raconta l'histoire du loup noir. Foster, sceptique mais intrigué, demanda si Abraham croyait vraiment qu'un seul homme avait tué 23 personnes. Abraham répondit, selon le journal de Foster, « Je ne sais pas s'il les a toutes tuées. Je sais qu'elles ont toutes disparu. Je sais qu'après lui, plus personne n'osait chasser dans ces marécages. Je sais que pendant 4 ans, des esclaves se sont enfuis dans ces marécages et sont revenus vivants. » Parlant d'un homme qui leur avait montré où trouver de la nourriture, où trouver de l'eau, comment survivre. Était-ce le même homme? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a changé quelque chose. Il a montré que le chasseur pouvait être chassé, que le fort pouvait avoir peur, que même le plus faible, s'il connaissait le terrain et avait la volonté, pouvait renverser l'ordre. Foster nota, « Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais je sais qu'elle est importante pour ces gens. Elle représente quelque chose. La résistance peut-être, la possibilité de justice, même dans le système le plus injuste, le refus de la résignation. C'est peut-être cela finalement, la vraie histoire du loup noir. Pas les faits précis, qui resteront toujours partiellement obscurs, mais ce qu'elle représente. L'idée qu'un homme seul, privé de tout, réduit à l'invisibilité par le système, pouvait encore agir, pouvait encore riposter. Pouvait transformer sa connaissance du terrain, sa patience, sa rage contenue en armes plus efficaces que n'importe quel fusil. Les archives restent ambiguës. 23 hommes disparurent. Un seul corps fut retrouvé, clairement assassiné. Les autres, morts probablement, mais comment? Par qui exactement? Les preuves matérielles sont minces. Les témoignages sont fragmentaires, souvent contradictoires, parfois teintés de superstition. Un historien rigoureux devrait conclure « Les disparitions se sont produites. L'identité précise du ou des responsables reste incertaine. Les conditions difficiles des marécages peuvent expliquer certains décès. D'autres furent probablement des meurtres, mais les circonstances exactes demeurent inconnues. Mais les esclaves de l'époque savaient, ou croyaient savoir. Pour eux, il n'y avait aucune ambiguïté. L'homme sans nom avait vengé Phoebe. Il avait chassé les chasseurs. Il était devenu le loup noir, et qu'il ait survécu ou péri dans sa quête importait moins que le fait qu'il avait osé la mener. Cette histoire se transmit de génération en génération parmi les descendants des esclaves de la région. Elle devint partie du folklore local, mélangée à d'autres récits de résistance, d'évasion réussie, de petites victoires contre l'oppression. Avec le temps, les détails se modifièrent, s'embellirent, se déformèrent. Certaines versions donnèrent au loup noir des capacités presque surnaturelles. D'autres le transformèrent en symbole purement mythique. Mais au cœur de toutes ces versions reste le noyau factuel. 23 hommes disparurent. Les archives le confirment. Un homme fut soupçonné. Les archives le confirment également. Et après ces événements, une profession entière évita cette région pendant des années. Cela aussi est documenté. Alors, qu'en pensez? Que s'est-il vraiment passé dans les marécages de Louisiane entre 1842 et 1846? Peut-être exactement ce que les documents suggèrent. Un homme poussé au-delà de toute limite par la mort d'une jeune fille décida de riposter. Il utilisa sa connaissance intime d'un territoire hostile pour compenser son infériorité en tout le reste. Il devint, pour un temps, le prédateur plutôt que la proie. Il réussit l'impossible, faire peur à ceux qui régnaient par la peur. Ou peut-être que la vérité est plus prosaïque.
Peut-être que plusieurs facteurs se sont combinés, des accidents dans les marécages, quelques meurtres isolés, la paranoïa amplifiée par la culpabilité collective d'une société esclavagiste, et la tendance humaine à chercher des patterns là où il n'y en a peut-être pas. Nous ne saurons jamais avec certitude, mais nous savons ceci. Pendant 4 ans, dans une petite région de Louisiane, le système esclavagiste vacilla légèrement. Les chasseurs eurent peur. Les esclaves eurent un symbole d'espoir. Et quelque part dans les marécages, un homme dont nous ne connaissons même pas le nom laissa une marque indélébile dans l'histoire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait frissonner, si elle vous a fait réfléchir sur ce que signifie la résistance face à l'oppression, prenez un moment pour liker cette vidéo. Écrivez en commentaire ce que vous pensez qu'il est vraiment arrivé. L'homme sans nom a-t-il survécu? A-t-il vraiment tué tous ces chasseurs? Ou cette histoire est-elle en partie légende? Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, des récits qui explorent les zones d'ombre de notre passé, ces événements qui semblent impossibles mais qui sont ancrés dans des faits documentés. Le loup noir de Louisiane reste une énigme, mais peut-être que certaines énigmes sont plus puissantes non résolues. Peut-être que l'incertitude elle-même fait partie du message. Même dans le système le plus oppressif, même quand tout pouvoir est concentré d'un côté, il reste toujours la possibilité de la résistance. Toujours la possibilité que le chasseur devienne chassé. Toujours la possibilité qu'un homme sans nom laisse un héritage qui traverse les siècles. Les marécages de Louisiane existent toujours. Ils sont maintenant protégés, transformés en réserves naturelles. Des touristes les visitent, photographient les cyprès millénaires, observent les alligators. Mais parfois, aux dernières heures de la journée, quand la lumière filtre étrangement à travers les arbres et que les ombres s'allongent, des guides locaux racontent encore l'histoire du loup noir. Ils la racontent comme un conte, une légende, une curiosité locale. Mais certains, ceux dont les ancêtres vécurent cette époque, la racontent différemment. Ils la racontent comme un fait, comme une vérité que les documents officiels ne peuvent capturer complètement, comme un rappel que l'histoire officielle n'est jamais l'histoire complète. Et quelque part, sous la boue noire des marécages, sous des couches de sédimentation accumulées pendant près de 2 siècles, reposent peut-être des secrets. Des eaux que personne ne trouvera jamais. Des preuves que la nature a réclamées pour elle-même. Le loup noir garde son mystère, et c'est peut-être exactement comme il le voulait. Partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères historiques authentiques, ces récits qui se situent à la frontière entre le documenté et l'inexplicable, entre le fait et la légende. Parce que c'est dans cette zone grise que se trouvent souvent les histoires les plus fascinantes, celles qui nous font nous demander « Et si tout cela était vrai ?»